Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Théodore Adorno, note sur la littérature. Adorno, avec Benjamin et Marcuse, principale figure de l'école de Francfort. Le domaine littéraire ne saurait être l'application d'une philosophie. Il est lui-même philosophie et connaissance de la société, car il est investi d'une fonction de connaissance. C'est dans l'art que se révèlent les enjeux sociaux, le rapport de l'individu à la société. Goethe, destiné à voir les choses illuminées, non la lumière. Comprendre et éplucher ce que l'auteur a voulu dire. Les émotions de l'auteur s'effacent dans le contenu objectif qu'elles saisissent. Le mauvais essai raconte des personnages au lieu d'ouvrir l'accès à la chose. L'essai réalise la mise en doute de son droit absolu. Il tient compte de la non-identité de la conscience. Mettre l'accent sur le partiel face à la totalité. Montaigne a ressenti quelque chose de semblable lorsqu'il a donné à ses écrits la dénomination étonnamment belle et adéquate d'essai. L'essayiste rejette ses propres espoirs orgueilleux. L'essai remet en cause le mépris envers ce qui est produit historiquement comme objet de la théorie, abolissant le concept traditionnel de méthode. L'essai est la forme de la catégorie critique de l'idéologie. Le roman traditionnel s'incarne de la façon la plus authentique chez Flaubert. Technique de l'illusion. Le narrateur soulève un rideau, le lecteur doit prendre part à l'accomplissement de l'action comme s'il était présent physiquement. Le moi qui s'exprime dans la poésie lyrique s'oppose au collectif, à l'objectivité. Il y a de tout lyrisme individuel un courant souterrain collectif. Le classicisme allemand a entrepris au nom de l'idée d'humanité d'enlever l'émotion subjective à la contingence. La théorie du surréalisme établie dans les manifestes de Breton qui met en relation avec le rêve, l'inconscient, avec les archétypes jungiens. Le moment subjectif est dans l'acte du montage. Valéry veut dire par homme total l'homme non divisé, celui dont les réactions et les facultés ne sont pas coupées les unes aux autres ni aliénées selon le schéma de la division sociale du travail. Valéry esthète décrié, il faut lui reconnaître une compréhension plus profonde de l'essence sociale de l'art. Il dit que l'homme vraiment fort est celui qui sent le mieux que rien n'est donné, qu'il faut tout construire. La forme est une décision motivée. Conception de Valéry qui s'élève contre l'idée de génie enracinée dans l'esthétique allemande depuis Kant et Schelling. L'art dépasse l'art même et s'accomplit dans la vraie vie des hommes. Balzac incarnait les forces de production de la bourgeoisie à la veille de l'apogée du capitalisme. Balzac sait bien que la connaissance va plus loin que la simple motivation par le profit. Il devine que le secret de l'amitié, c'est l'élément maternel. Il vouait un amour particulier aux Allemands, puis il s'éloigne du monde. Plus il s'attaque à sa réalité en le créant. Ce qui anime ses romans, c'est la tension entre les passions humaines et une conception du monde qui a tendance à ne plus tolérer la passion qui dérange la machinerie. L'aspect romantique de son œuvre provient subjectivement d'un retrait par rapport à l'histoire. Balzac étudie toutes les nuances de l'avarice. Il est libéré de l'illusion bourgeoise selon laquelle l'individu serait essentiellement pour soi. Le bon sens est toujours en alerte pour repousser la tentation de l'esprit. Engels a célébré le réalisme de Balzac. L'esprit universel selon Hegel, le grand mouvement de l'histoire, c'est l'avènement de la bourgeoisie capitaliste. Aversion de Valéry contre le monde organisé. La banalité lui sert de critère du non vrai. Plus l'œuvre se détache radicalement du sujet, plus celui-ci
y a agi. L'œuvre dure en tant qu'elle est capable de paraître tout autre que son auteur l'avait faite. Valéry affirme la force non par la proclamation mais à la manière d'Hegel dans sa séparation avec le sujet. Mépris de Valéry pour l'inspiration. L'œuvre n'est pas un cadeau mais quelque chose d'exigeant qui lui refuse le bonheur et l'oblige à un effort sans fin. L'artiste valérien est un mineur sans lampe, les galeries commandant ses mouvements. La poésie est une survivance à une époque de simplification du langage. L'œuvre d'art devient plus qu'elle n'est. L'indéfinissable, c'est ce qui est inimitable. Valéry voit la pensée souillée par un calcul marchand. Ce qui a le plus de valeur ne doit rien coûter. L'œuvre de Proust se reflète elle-même comme une galerie des glaces. Le snob démontre que l'amour est détourné de l'immédiateté de la personne vers les relations sociales. L'antithèse du snob est le proxénète, son métier étant en rapport étroit entre le sexe et le profit. Le proxénète socialise le sexe, le snob sexualise la société. Proust décrit la vie dépourvue de sens, il cherche à reproduire la vie. Anatole France lui servit de modèle. Georges Lukács applique en matérialiste dialectique la catégorie de la réification comme principe de la problématique philosophique. Il prétend avoir une pensée radicalement historique, immanence du sens, vieille idée qui lui est chère. Il conçoit l'art comme une forme de la connaissance qui ne s'oppose pas à la science comme l'irrationnel. La solitude, en tant qu'a priori de la forme, est un pur paraître. Goethe prêchait le renoncement. Je me garde superstitieusement d'écrire le titre d'un ouvrage avant d'en avoir au moins terminé le plan. Les anciens qui craignaient la jalousie des dieux considéraient les titres des œuvres comme tout à fait négligeables. Les Signes remarquent que le titre est la gloire de l'œuvre. C'est leur révolte impuissante et téméraire contre le sort qui frappe toute gloire. En dépit de toute canonisation, on ne dispose d'aucun dictionnaire de Marx. La philologie est complice du mythe, elle bloque les issues. J'ai appris que Kant est une sorte d'écriture codée où l'on peut déchiffrer la situation historique de l'esprit. Cracanet me présentait la critique de la raison, pas seulement comme le système de l'idéalisme transcendantal, mais aussi comme les moments objectifs et ontologiques qui affrontent les moments subjectifs et idéalistes. Cracaner rappelle que la pensée, en regardant derrière soi, ne doit pas oublier ce dont elle s'est nécessairement débarrassée pour devenir une pensée. L'Amérique s'est montrée supérieure à beaucoup de pays européens de l'époque hitlérienne, dans la mesure où elle a donné à tous les immigrants la possibilité de travailler sans les maintenir dans un statut d'assistés permanent. La catégorie du choix, qui est guérardienne, à l'origine reprend chez Sartre l'héritage de la parole du Christ, qui n'est pas avec moi et contre moi, mais sans son contenu théologique concret. Sartre n'attend pas de la littérature qu'elle change réellement le monde. L'écrivain est soumis à une obligation précise, celle de la chose et non celle du choix. Même le slogan national-socialiste, le sacrifice seul et libérateur, pourrait recouvrir l'idée du choix en soi. Chez Brecht, le démontage du personnage du chef se prolonge par la construction des rapports économiques et sociaux à l'intérieur desquels le dictateur agit. Il serait barbare de vouloir encore écrire de la poésie après Auschwitz, exprimant en négatif l'impulsion qui anime la littérature engagée. Devant le tableau Guernica de Picasso, un officier demanda si c'était lui qui avait fait ça, et Picasso répond « Non, c'est vous ». La littérature qui se met au service de l'homme, comme la littérature engagée, trahit l'homme en trahissant la cause. Maxime d'Heidegger
Pour l'amour de ce qui vient en poème, l'éclaircissement doit viser à se rendre lui-même superflu. Avec Hölderlin, le langage s'oppose à l'expression subjective. Le sujet n'existe en tant que tel que par le langage. L'acte de Hölderlin, faire parler le langage lui-même, est romantique. Le génie lui-même est nature. Le langage de Goethe se crée en même temps que son contenu. Walter Benjamin mourut victime de la persécution nazie. Ses pensées ont une couleur lumineuse. Ce qu'il écrivait donnait l'impression d'être issu du mystère. Ses thèses ne s'appuyaient pas sur une révélation, mais sur une expérience différente qui ne respectait pas les limites et les interdits devant lesquels la conscience bien dressée s'incline ordinairement. Sa méthode spéculative rejoint la méthode empirique. Benjamin a toujours disposé d'une capacité de donner des définitions avec une rigueur désuète. Renoncement au travail philosophique sur toute immédiateté de l'existence, concept d'image dialectique qui se voulait objectif et non psychologique. Sa philosophie est inhumaine. L'homme est son lieu et le théâtre de son activité. Un des premiers à remarquer l'antagonisme qui fait que l'individu pensant de la bourgeoisie est devenu problématique jusqu'au tréfonds de lui-même. Seul le sacrifice de la vie fit de Benjamin cet esprit que faisait vivre l'idée d'une condition dépourvue de sacrifice. Schiller conclut par les vers « La vie est grave, l'art est gai », paraphrasant Ovide. C'est justement par son édifiante futilité que l'art est intégré dans la vie bourgeoise et soumis à elle comme une contradiction qui la complète. L'absence de finalité de l'art, c'est sa façon d'échapper aux contraintes de la conservation de soi, mais l'art pris dans ses formes de la réalité sociale afin de la modifier et pris dans les contradictions insolubles. L'art oscille entre gravité et gaieté, échappant à la réalité, mais étant malgré tout imprégné d'elle. L'art n'existe que par cette tension. Le bonheur est dans le langage qui va au-delà du simple étant. Le rapport entre la gravité et la gaieté de l'art obéit à une dynamique historique. Depuis que l'industrie culturelle a mis la main sur l'art, elle fait partie des biens de consommation et sa gaieté est ensorcelée. Le moment de gaieté consiste en la liberté de l'art par rapport à la simple existence. Dans l'art contemporain, on voit se dessiner la fin de l'alternative entre la gaieté et la gravité, le tragique et le comique, la vie et la mort. L'art renie tout son passé, le contenu de vérité de la joie semble aujourd'hui inaccessible. Le tragique se décompose car il revendique le sens positif de la négativité, celui que la philosophie a appelé la négation positive. L'art avance dans l'inconnu comme plongé dans le néant, dans les œuvres d'art avancées, décrivant les figures. Théodore Adorno, note sur la littérature. Merci.